Salut les amis, bienvenue dans Face à Pierrot sous ce beau soleil du 23 décembre. Vous voyez, bien agréable quand même d'habiter dans cette région. La première question est d'Alex Nissa du 06, évidemment. Mon questionneur number one. Week-end de Coupe de France, Philippe Diallo parlait de réformer la Coupe de France sans qu'on sache comment. Faudrait-il surtout remettre les prolongations et la rendre plus visible, en clair, avec chaque région son match sur France 3 en 16e, comme c'est le cas en 32e. Oui, j'ai l'impression que Philippe Diallo a un peu lancé une bouteille à la mer en parlant de réformer la Coupe de France. Je trouve, par définition, que passer au tir au but au bout de 90 minutes est un non-sens. Que voilà, que dans tous les matchs à élimination directe, et ben quand t'as égalité au bout de la fin du temps réglementaire, il y a une prolongation. On s'aperçoit en plus que finalement il y a eu assez peu de tirs au but dans ces 32e. Pour ce qui est de la diffusion, mais c'est toujours pareil, c'est une question de droit. Faut se souvenir que c'était pas la bagarre pour acheter les droits de la Coupe de France, que beIN l'a acheté un peu à la casse. Et il faut aussi reconnaître que beIN en fait une couverture absolument remarquable, puisqu'on peut voir tous les matchs, plus des multiplex que DAZN est un foutu de faire avec la Ligue 1. Donc moi, je suis extrêmement satisfait de la couverture de la Coupe de France par beIN, mais je trouve effectivement que dans un monde du football français où on est passé de 20 à 18 clubs, qu'on a supprimé la Coupe de la Ligue, on pourrait au moins remettre la prolongation en Coupe de France. Geoffrey Gagneur me dit: comment analyses-tu que Vieira, Henry et Makelele, à des degrés divers, passent à côté de leur carrière d'entraîneur et que Blanc, Deschamps et même Zidane, où pas grand monde aurait misé sur lui au vu de son caractère introverti, ont pu réussir? Parce qu'il n'est pas scellé dans le marbre qu'un grand joueur devienne un grand entraîneur, sinon ce serait trop simple. Et surtout, il n'y aurait pas des gens comme même Arsène Wenger ou Gérard Rouillet qui arriveraient à éclore dans ce système, parce que voilà, si tous les grands joueurs trustaient tous les postes, ce serait trop simple. Après, Blanc, Deschamps et Zidane n'ont pas eu le même outil que Vieira, Henry et Makelele. Henry, il a eu une équipe de Monaco qui a compté jusqu'à 18 blessés. Ensuite, il a été à Montréal. Après, il a plutôt bien performé avec l'équipe de France Espoir. Il a été très bien apprécié avec l'équipe de Belgique. Je pense que pour Thierry, c'est une question de temps. Vieira, lui, il est rentré dans une spirale de clubs moyens. Mais son arrivée au Genoa a l'air de plutôt bien se passer en termes de résultats. Makelele, c'est vrai que c'est plus compliqué. Évidemment, Blanc... il a super performé avec Bordeaux et derrière, il a super performé avec le PSG. Et puis derrière, pour des raisons que je ne m'explique pas, il a perdu la confiance des gens. Mais voilà, je trouve pas ça normal. Après, je reconnais que je suis pas forcément objectif avec Laurent Blanc. Vince me dit: comment te sens-tu à la Baule? Est-ce que tu apprécies cette période de l'année avec notamment Noël Magique? Est-ce que tu apprécies le travail du maire et de son équipe au service de la ville? La ville est-elle dynamique? Alors oui, j'apprécie d'être à la Baule. Alors, actuellement, au moment où on se parle, je ne suis plus à la Baule intramuros et je ne le serai plus non plus après lorsque je serai dans ma nouvelle maison. Je serai à 14 km, mais enfin bon, pour un vieux parigot comme moi, 14 km, c'est rien. Alors le Noël Magique, c'est des manèges, ça me passionne pas, à moins d'y emmener le filleul de Mélissa, ça me passionne pas. Est-ce que j'apprécie le travail du maire? Déjà, j'apprécie énormément le maire, Franck Louvrier, qui est vraiment un bon copain, et que j'ai plaisir à voir et même à recevoir chez moi. C'est vraiment quelqu'un de sympathique, de bonhomme, dans la bonne acceptation du terme. Est-ce que la ville est dynamique? Elle l'est en tout cas beaucoup plus que du temps de son prédécesseur Météro, avec qui j'étais en guerre ouverte. Que la ville soit dynamique. Alors il est évident que là en ce moment il y a la refonte absolue de tout le Remblai qui a commencé déjà à Pornichet. Bon, Pornichet, c'est la ville de Pornichet. Les travaux qui vont durer de nombreuses années commencent à la Baule, donc c'est évidemment le cœur du truc. Après, c'est une ville qui, je dirais, tourne bien et fonctionne très tranquillement.
Alex Nissa du 06 me dit « Belle performance de Dunkerque qui est allé sortir Auxerre au stade Abbé Deschamps en ayant été très entreprenant dans le jeu. As-tu déjà pu voir évoluer Dunkerque, équipe surprise de la Ligue 2, et son coach portugais Luis Castro ?» Alors non, pas du tout, parce que bon, comme je ne cesse de répéter dans ces vidéos, j'ai déjà beaucoup à faire avec la Ligue 1 et les Coupes d'Europe et quelques matchs étrangers. Donc c'est vrai que je fais un peu la passe sur la Ligue 2, mais c'est vrai que j'entends effectivement de plus en plus de bien de cette équipe de Dunkerque. Donc je vais certainement me pencher sur leur cas dès la reprise et aller voir un petit peu effectivement la qualité de jeu de cette équipe. En tout cas, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que même en Ligue 2, une équipe avec un vrai projet de jeu arrive à avoir des résultats. Alex Nissa du 06, toujours. Un nouvel entraîneur a été nommé à Saint-Étienne avec le Norvégien Horneland, mais il va falloir des renforts également cet hiver. À quel poste les Verts doivent-ils se renforcer prioritairement selon toi? Prioritairement partout. Je trouve que cette équipe est d'une faiblesse insigne dans toutes ses lignes, avec un Larsonneur dans les buts qui est trop souvent livré à lui-même, même si je pense que Larsonneur a tout à fait le profil d'un gardien pour une équipe comme Saint-Étienne qui joue le maintien. Mais voilà, c'est faible derrière, c'est faible au milieu, c'est faiblissime en attaque. N'importe quel bon joueur dans n'importe quelle zone du terrain sera un renfort pour Saint-Étienne. Maintenant, il faut voir ce que les nouveaux propriétaires vont faire. Mais il est évident que si ça reste en l'état, c'est une équipe qui luttera jusqu'au bout pour le maintien et avec des risques raisonnables de retomber en division inférieure. Jackie Boy me dit « Pierre, comment la métamorphose de Luis Enrique à l'OM s'explique-t-elle? Il y a un an, on l'a repris en pensant s'en débarrasser au plus vite et aujourd'hui, il est un des meilleurs depuis le début de la saison. » Luis Enrique est un petit peu l'exemple le contre-exemple qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'on dit qu'en général, que trop de polyvalence tue la polyvalence et qu'à force de pouvoir jouer partout, tu finis par jouer nulle part. Et Luis Enrique, c'est exactement l'inverse. C'est ce couteau suisse de côté, parce qu'il finalement, il peut jouer latéral sur les deux côtés, piston sur les deux côtés, ailier sur les deux côtés. Et voilà, il est toujours une solution pour cette équipe de Marseille, et au gré des blessures, c'est vrai qu'on le voit à pas mal de postes différents. Mais voilà, il est performant. Je pense que athlétiquement, c'est quand même un joueur extrêmement intéressant, qui est capable de répéter les efforts, qui a une vitesse d'exécution tout à fait intéressante. Pourtant, Dieu sait qu'on s'est foutu de la gueule de Marseille lorsqu'ils l'ont recruté. Mais c'est vrai que finalement, à l'arrivée, c'est quand même un bon joueur et surtout un joueur extrêmement utile. Vince me dit « Je trouve que le PSG montre quelques signaux positifs, notamment avec la présence d'un vrai numéro 9. Ramos, est-ce que la rencontre contre City sera un match charnière ?» Bah oui, ça, le match contre City, c'est évident. Vu la situation des deux équipes au classement de la Ligue des Champions, il est évident que ce match sera décisif et que le perdant sera très certainement éliminé de la Ligue des Champions. Après, les deux clubs n'ont pas exactement la même trajectoire. Paris, malgré tout, performe fort dans les championnats nationaux et les compétitions nationales, puisqu'ils se sont même qualifiés en coupe hier au tir au but à Lens, alors que Manchester City est en déconfiture absolument partout. Et j'ai vu leur dernier match à Aston Villa, c'est horrible, c'est horrible. C'est surtout horrible défensivement. Et c'est une équipe qui a perdu confiance dans toutes ses zones de jeu. Les milieux ne prennent plus d'initiative et tu t'aperçois que dans ce genre de configuration, un joueur comme Haaland, qui est pour le coup totalement dépendant de ses coéquipiers, ne sert à rien. Pour en revenir au PSG, la présence d'un vrai numéro 9, alors la présence d'un vrai numéro 9, elle est pour l'instant très hypothétique, puisque on va dire globalement que Ramos joue les derniers quarts d'heure, où il est super performant. La question ne se pose pas, puisqu'il il a marqué à Monaco, il a marqué à Lens, un but extrêmement important sans lequel le PSG aurait été éliminé. Après, je suis toujours pas convaincu que Ramos ait les épaules
pour être l'avant-centre titulaire d'un club de la dimension du PSG. Je le suis d'autant moins que lorsque tu as comme coach quelqu'un qui finalement comme credo numéro 1 dans sa tactique, c'est de faire sauter son avant-centre pour faire jouer un autre joueur à sa place. Mehdi Goueroui me dit: c'est quoi la magie de la Coupe de France? Quel est ton meilleur souvenir qui pourrait caractériser de la meilleure manière cette magie? J'ai une fois de plus passé pour le pisse-froid de service, mais c'est vrai que j'ai pas toujours, mais pourtant j'en ai fait des 32e avec des petits clubs. Je me souviens, j'avais été à Cognac, aux Herbiers, faire des reportages. Alors c'est très sympa, hein. Je me rappelle que le président de Cognac, il était tonnelier et visiblement il goûtait ses produits. C'est très sympa, ça permet de faire un lien entre les pros et les amateurs. Après, il faut aussi reconnaître que ça donne rarement des matchs de grande qualité, disputés sur des pelouses très souvent indignes, quand c'est pas sur des synthétiques, comme le match de Bobigny contre Angers. Moi, en termes de foot, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Après, c'est vrai que j'avais vécu l'épopée d'Evry, qui avait battu Toulon avant de perdre contre Tours, il me semble, avec un match qui avait été à rejouer à cause du temps. J'étais allé en bus avec eux. Ouais, c'était sympa, mais c'est pas quelque chose qui en soi, moi, me passionne. Jackie Boy me dit: la semaine dernière, vous aviez dit qu'il faudrait augmenter les arbitres. Combien gagne un arbitre de Ligue 1 actuellement? Y a-t-il un gros écart avec les arbitres étrangers? Oui, il y a un gros écart avec les arbitres des espagnols et anglais notamment. Un arbitre, en gros, un arbitre de Ligue 1, il a 7005 brut de fixe, et en gros 3003 par match arbitré. Donc, je pense que tu peux arbitrer 2 matchs par mois, ça te fait donc un pécule de 13 000 balles, ce qui est évidemment un immense salaire pour la grande majorité des gens en France, bien sûr. Maintenant, quand tu arbitres des joueurs qui gagnent des millions d'euros avec des matchs qui génèrent autant d'argent et où un mauvais résultat peut conditionner tant de choses, ben, je suis pas certain que ce soit assez. Et surtout, je suis pas certain que ça autorise à avoir une exigence absolue face aux arbitres. Je pense qu'effectivement, si un arbitre gagnait 50 000 euros par mois, bah, on pourrait lui dire, bah, là, t'as merdé, bah, tu dégages. Là, on est encore dans des sommes, je dirais, malgré tout. Je prends toujours ce que maintenant, j'ai l'impression qu'en France, quand tu gagnes 2 000 euros net par mois, t'es riche. Après, il n'y a pas que l'argent là-dedans, il y a aussi la désignation des arbitres. Et là, c'est un autre problème.